La poussière rouge de Yimdi annonce une rupture brutale. Le 16 décembre 2025, Ibrahim Traoré inaugure l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, 332 km financés par l'or national, sans prêt ni conditions affichées. Mais qu'est-ce que cette route change vraiment pour ceux qui observent Ibrahim Traoré? Prospérité plus rapide ou couloir stratégique plus exposé? Tout se joue maintenant sur une ligne. Cette séquence sert de fil conducteur pour comprendre une stratégie en train de se former. Le lecteur gagne une grille simple pour suivre les effets. Il ne s'agit pas de célébrer une inauguration, mais d'observer comment une infrastructure devient, dans le même mouvement, une décision économique, un signal sécuritaire et un engagement politique. L'enjeu est concret. Si l'axe accélère les échanges, il peut aussi concentrer des risques le long d'un corridor visible et donc vulnérable. A l'inverse, si la chaîne annoncée tient, elle recompose la définition opérationnelle de la souveraineté au Sahel. L'analyse suit une logique de preuves internes à la source. Une route de 332 km, une fermeture des chantiers aux entreprises étrangères, puis l'annonce d'une force commune de 5000 hommes. La question directrice devient alors celle de la cohérence et de la durabilité plutôt que celle des intentions. Ce cadre permet de tester ce que Ibrahim Traoré met réellement en jeu, une promesse de prospérité adossée à un verrouillage stratégique. Et si tout se jouait dans l'ordre exact des annonces, plutôt que dans leur contenu, en moins de 2 semaines, 3 décisions s'enchaînent et verrouillent un même schéma. D'abord 332 km d'autoroute intérieure, puis l'exclusion des entreprises étrangères, enfin une force commune annoncée à 5000 hommes. Cette accélération n'est pas présentée comme une suite de gestes isolés, mais comme une architecture intégrée où économie, sécurité et pouvoir politique se répondent. Ibrahim Traoré insiste sur l'idée que l'infrastructure cesse d'être neutre dès lors qu'elle devient une artère vitale. Une artère, par définition, attire la circulation, donc la valeur, donc la contestation possible. Le cœur du sujet n'est pas seulement de bâtir vite, mais de bâtir sans dépendre, tout en assumant que ce choix augmente la visibilité des vulnérabilités. Pour mesurer la portée de ce pivot, la source rappelle un rôle historique des routes au Sahel. Pendant des décennies, les grands axes ont surtout servi à évacuer matières premières et richesses vers les ports, plus qu'à structurer les échanges internes ou la défense territoriale. Dans ce cadre, relier 2 villes ne signifiait pas renforcer l'État. L'orientation du réseau pouvait même produire l'inverse, une économie dépendante, une géographie exposée et des décisions stratégiques souvent prises ailleurs. Le lancement d'une autoroute intérieure financée sans prêt extérieur prend alors une signification politique immédiate. L'objet technique devient un test opérationnel. Capacité de financer, de construire, puis de maintenir une infrastructure lourde avec des ressources internes. L'enchaînement des annonces compte autant que leur contenu. En fermant l'accès aux chantiers routiers stratégiques, Ibrahim Traoré réduit la possibilité d'un retour rapide aux mécanismes de dépendance financière. Et en liant explicitement l'axe à la nécessité de le défendre, il introduit une logique où chaque kilomètre construit appelle une protection coordonnée. La question ouverte se déplace. Une stratégie aussi cohérente peut-elle tenir dans la durée sans que le corridor devienne une cible et un fardeau? Sur le terrain, cette stratégie prend une forme moins abstraite que dans les discours. Elle se traduit par des équipes, des routines et des responsabilités qui ne peuvent plus être déléguées. Ingénieurs locaux, chefs de chantier issus du génie militaire et entrepreneurs burkinabés deviennent les premiers visages visibles de l'axe en construction. Ils ne sont pas seulement des exécutants, ils incarnent l'hypothèse centrale selon laquelle l'État peut reprendre la main sur des fonctions longtemps externalisées, puis en répondre publiquement. On le voit d'abord dans l'organisation même des travaux. En réservant les chantiers aux entreprises nationales, la chaîne de décision se raccourcit. Il y a moins d'intermédiaires, donc moins d'échappatoires. Cette simplification accélère certains arbitrages administratifs, mais elle transfère aussi l'intégralité de la pression sur l'appareil local. Chaque tronçon achevé devient une preuve tangible. Chaque ralentissement devient un argument offert aux critiques. On le voit aussi dans le brouillage des frontières entre développement civil et impératif militaire. La présence de l'armée au cœur de l'ingénierie
et de la protection des axes peut fluidifier la coordination entre ministères et état-major. Mais elle expose aussi le projet à une lecture sécuritaire permanente. La route n'est plus seulement une promesse de mobilité, elle devient un indicateur de contrôle. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un annonceur que comme un chef d'orchestre, reliant calendrier politique, capacité technique et exigence de résultats. Les effets précoces se mesurent déjà dans les perceptions. Sans financement extérieur, le chantier envoie un signal de crédibilité, mais aussi de défi à des partenaires habitués à conditionner leur soutien. À l'intérieur, il nourrit des attentes élevées, donc une surveillance accrue de l'exécution. Au fond, ce qui fera la différence, ce sera la constance, bien plus que les slogans. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait surtout comme une intention technique, régulièrement évoquée puis repoussée faute de financement clair et de consensus politique. Après la mi-décembre, il devient un chantier visible, un engagement public et une pièce centrale d'une stratégie déclarée de souveraineté. La séquence s'ouvre par une décision administrative qui change immédiatement la règle du jeu. Le 14 décembre 2025, l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques est annoncée, transférant la maîtrise d'ouvrage aux acteurs nationaux et au corps du génie militaire. Ce geste n'est pas neutre. Il ferme la porte à un retour discret vers les mécanismes de dépendance financière, et il installe une responsabilité directe. Dès lors, les retards, les défauts ou les surcoûts ne peuvent même plus être attribués à des partenaires extérieurs. Ils deviennent un test interne, visible et donc politique. 2 jours plus tard, le 16 décembre 2025, la décision cesse d'être une note administrative pour devenir une scène publique. À Yimdi, l'inauguration du chantier de 332 km transforme l'axe en symbole national, présenté comme financé par l'or du pays, sans prêt ni condition. La route n'est plus un dossier dans un plan, elle est un ruban coupé, un calendrier implicite, une promesse transformée en béton et en bitume. Ibrahim Traoré associe cette réalisation à une rupture assumée avec un modèle hérité où infrastructure, capitaux et sécurité répondraient à des priorités extérieures. À ce moment précis, le projet est posé comme une vertèbre d'une Afrique qui trace ses propres lignes, mais cette vertèbre dessine aussi un couloir, plus un axe est vital, plus il attire les regards, les flux et les risques. Puis vient la troisième pièce, celle qui referme l'architecture et révèle l'intention de cohérence. Le 20 décembre 2025 à Bamako, l'annonce d'une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, forte de 5000 hommes, est présentée comme le prolongement naturel du chantier. L'asphalte devient une artère. La force commune devient un bouclier. L'intérêt de cette annonce tient autant à son contenu qu'à son emplacement dans le calendrier. Elle arrive après la route et après l'interdiction des firmes étrangères. Le récit est ainsi construit comme une chaîne logique. L'infrastructure appelle la protection et la protection protège les sources de revenus censées financer l'infrastructure. Ce qui frappe dans cette chronologie, c'est son rythme. En moins d'une semaine, 3 décisions structurantes se répondent. Cette vitesse réduit la marge de manœuvre pour des oppositions capables de se cristalliser sur un seul point. La route appelle l'interdiction appelle la justification sécuritaire. En serrant les maillons, la stratégie devient plus difficile à détricoter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les premières répliques apparaissent alors presque immédiatement. Sur le plan interne, l'administration et les entreprises locales doivent absorber une charge nouvelle avec des attentes élevées en délai et en qualité. À l'extérieur, voisins et partenaires perçoivent un changement de registre. Les projets ne sont plus présentés comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés. Ibrahim Traoré accepte que chaque incident, chaque retard ou chaque arbitrage budgétaire soit lu à l'aune de cette stratégie intégrée. La route devient un indicateur politique permanent, bien au-delà de sa fonction de transport. De la dépendance aux prêts extérieurs à l'autofinancement revendiqué, la source décrit un basculement. Elle le fait avec 3 repères chiffrés qui servent moins à impressionner qu'à cadrer une faisabilité. Les chiffres ne sont pas présentés comme des preuves absolues, mais comme des points de contrôle destinés à rendre la stratégie vérifiable, et donc contestable sur des bases concrètes. Un premier repère concerne la ressource qui finance l'ensemble.
La production aurifère nationale est présentée comme ayant augmenté de 58% en 2025 pour dépasser 70 tonnes. Cette hausse est censée élargir la marge budgétaire sans prêt. Dans le récit officiel, l'or cesse d'être seulement une devise d'exportation. Il devient un levier de politique publique, un flux qui, au lieu d'être capté à l'extérieur, est redirigé vers le budget national. Le raisonnement est clair, si la ressource augmente, l'État peut agir sans accepter de conditions. Mais la logique est aussi fragile, car elle dépend d'une continuité, et toute variation future devient un test immédiat de cohérence. La source insiste sur ce point. Chaque fluctuation des revenus miniers sera lue comme une confirmation ou une infirmation de la trajectoire. Un deuxième repère chiffre la capacité à transformer une intention en chantier. L'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est annoncé comme financé sur fonds publics avec une enveloppe prévue de 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026. Ce montant fixe une promesse visible, mesurable, impossible à diluer. Ici, la valeur du chiffre réside dans sa fonction politique. Il déplace le débat de l'idéologie vers la mise en œuvre. L'infrastructure existe ou n'existe pas, indépendamment d'un décaissement extérieur attendu. En ce sens, la route devient un test binaire et donc risqué. Car une promesse chiffrée, associée à un calendrier implicite, produit un verdict public, soit l'État tient, soit il expose ses limites. C'est précisément pourquoi la source décrit la route comme un indicateur politique permanent et non comme un simple outil logistique. Un troisième repère chiffre la base financière supposée soutenir ce pari. Le seuil de 70 tonnes est mobilisé comme preuve d'une assise nouvelle. Il sert de plafond psychologique censé sécuriser les engagements budgétaires. Ce chiffre n'est pas isolé, il est articulé à un récit de souveraineté où l'on passe d'un modèle hérité, fondé sur l'endettement extérieur, à un modèle d'autofinancement adossé aux ressources minières. Ibrahim Traoré cherche ainsi à ancrer son discours dans des ordres de grandeur vérifiables, tout en acceptant que ces ordres deviennent des points d'attaque. Les critiques, selon la source, y voient une vulnérabilité. Une dépendance accrue aux revenus miniers pourrait exposer l'État à une tension budgétaire excessive si les recettes se contractent, obligeant à ralentir brutalement projets d'infrastructure et postures sécuritaires. C'est là que la stratégie des chiffres joue un rôle central. Elle transforme une promesse politique en mécanisme mesurable. Progression des recettes, capacité à financer, continuité des chantiers. Elle crée une cohérence interne, mais elle crée aussi un tableau de bord permanent. Et un tableau de bord n'est pas une protection, c'est une obligation de performance. Les objections les plus sérieuses ne visent pas l'intention, mais la robustesse du mécanisme. Une première critique revient souvent. Un modèle d'autofinancement fondé sur les ressources minières pourrait créer une tension budgétaire excessive. Construire une grande infrastructure, soutenir une montée en puissance sécuritaire et engager un programme industriel au même moment, c'est concentrer des dépenses lourdes dans une fenêtre courte. Dans cette lecture, la dépendance accrue aux revenus aurifères rend l'ensemble vulnérable aux fluctuations des prix internationaux. Si les recettes se contractent, l'État pourrait être contraint de ralentir brutalement ses projets, ce qui transformerait une stratégie de souveraineté en cycle de promesses interrompues. La logique est plausible parce qu'elle repose sur un point simple. Un financement interne n'est pas automatiquement un financement stable. Une autre critique, tout aussi importante, souligne que regrouper des moyens militaires autour d'un corridor économique pourrait paradoxalement augmenter le risque. Un axe vital attire les flux, donc la valeur, donc l'attention. Selon certains observateurs, cela pourrait transformer le corridor en cible prioritaire et faire de l'infrastructure une vulnérabilité coûteuse. Dans ce cadre, une force multinationale annoncée à 5000 hommes serait symboliquement forte, mais opérationnellement limitée face à des menaces diffuses et mobiles. L'intégration entre développement et défense serait alors plus déclarative qu'efficace, et l'État se retrouverait à protéger une ligne longue, visible et difficile à sécuriser en continu. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, et la source elle-même les formule sans les caricaturer. Pourtant, la réponse officielle repose sur une logique différente. Pour le pouvoir, l'alternative n'est pas entre dépendance et sécurité parfaite, mais entre vulnérabilité passive
et risques assumés. Le pari, défendu par Ibrahim Traoré, est celui de la cohérence et de la vitesse. Concentrer des ressources sur des axes précis pour gagner en lisibilité stratégique, réduire la dispersion des dépenses et accélérer la capacité de réaction. L'argument sécuritaire privilégie la coordination plutôt que la masse, en affirmant qu'un commandement intégré et un accès partagé aux renseignements valent davantage que des unités fragmentées. Sur le plan économique, la réponse insiste sur l'intégration verticale. L'or n'est plus présenté comme un simple revenu, mais comme un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives. Cette approche n'élimine pas le risque, elle vise à le rendre calculable, suivi et donc gouvernable. En d'autres termes, la stratégie n'est pas décrite comme une garantie de succès, mais comme un cadre d'exécution discipliné où chaque retard, chaque variation de recette et chaque incident devient un point de contrôle, assumé publiquement. Tout devient une seule architecture. Jusqu'ici, l'axe routier pouvait être lu comme une infrastructure ambitieuse et la force commune comme une réponse sécuritaire classique. À ce point de bascule, la source affirme que la stratégie est plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de protéger une route, mais de synchroniser circulation économique, commandement militaire et contrôle politique dans un même espace continu. Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire du pouvoir, où les composants ne fonctionnent plus séparément, mais comme un système unique. La route n'est plus un simple moyen de transport. Elle devient un dispositif logistique qui permet des déploiements plus rapides, une surveillance accrue et une intégration plus étroite entre centres décisionnels. Le corridor structure le temps autant que l'espace, en réduisant les délais d'intervention et en reliant des zones auparavant traitées comme des périphéries distinctes. Dans ce cadre, la révélation n'est pas technique, elle est politique. Ce qui se joue, c'est la manière dont un État redéfinit sa capacité à agir en continu et non par fragments. Cette lecture modifie aussi le sens des annonces précédentes. L'exclusion des entreprises étrangères ne vise pas uniquement l'autonomie économique, elle devient une condition de maîtrise complète. Du chantier à la sécurité, la force multinationale, elle aussi, change de statut. Elle n'apparaît plus comme un ajout, mais comme une pièce intégrée dès l'origine, pensée pour protéger l'architecture entière, pas seulement un ruban d'asphalte. Les effets de cette architecture intégrée se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est à ce niveau que la stratégie quitte le registre des principes pour entrer dans celui des conséquences concrètes. Pour l'État, d'abord, la synchronisation entre infrastructure, financement et sécurité produit un gain institutionnel immédiat. En alignant des décisions auparavant dispersées, le pouvoir central renforce sa capacité de pilotage et sa lisibilité stratégique. Les arbitrages budgétaires cessent d'être fragmentés entre priorités concurrentes et se concentrent autour d'axes identifiés. Ibrahim Traoré présente cette cohérence comme un moyen de réduire les ajustements improvisés et de transformer chaque dépense en signal politique clair, lisible à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour les entreprises locales, l'impact est à la fois une ouverture et une épreuve. L'exclusion des firmes étrangères des chantiers routiers stratégiques crée un espace inédit pour les entrepreneurs nationaux et les bureaux d'ingénierie burkinabés. Ils accèdent à des projets d'ampleur longtemps réservés à des acteurs extérieurs. Mais cette opportunité s'accompagne d'une pression nouvelle. Les délais, la qualité et la maintenance deviennent des enjeux de crédibilité économique directe. L'échec ne peut plus être imputé à des partenaires absents. Dans ce contexte, l'infrastructure agit comme un révélateur, distinguant les capacités durables des effets d'annonce et redéfinissant les attentes envers le secteur privé local. Pour les citoyens, les conséquences se déploient sur deux registres. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement, une circulation plus fluide des biens et une visibilité accrue de l'action publique. À moyen terme, la présence renforcée des forces de sécurité le long des corridors modifie la perception de l'État. Celui-ci apparaît moins comme une autorité lointaine que comme un acteur capable d'assurer continuité et protection sur des espaces auparavant discontinus. Cette évolution nourrit des attentes élevées. Elle rend aussi les résultats immédiatement observables.
car chaque incident ou retard est interprété comme un test de la promesse initiale. À l'échelle régionale, enfin, les effets dépassent largement les frontières nationales. En affirmant que les axes économiques stratégiques doivent être protégés par une force coordonnée, Ibrahim Traoré introduit une norme nouvelle dans un espace longtemps fragmenté. Les voisins observent un modèle qui lie souveraineté et intégration régionale sans passer par des cadres financiers ou sécuritaires dominés de l'extérieur. Cette posture substitue à une logique de dépendance, une logique de bloc solidaire, fondée sur des choix déjà actés plutôt que sur des demandes de soutien. Pris ensemble, ces effets montrent que la stratégie ne produit pas un bénéfice unique, mais une série de transformations imbriquées. Chacune comporte ses gains et ses coûts, et aucune ne peut être évaluée isolément. La route, l'économie et la sécurité forment désormais un système dont la stabilité dépend de l'équilibre entre ces dimensions. C'est sur cet équilibre, et non sur les symboles, que se jouera la crédibilité durable du projet porté par Ibrahim Traoré. Sur les 6 à 12 prochains mois, la source laisse entrevoir 3 trajectoires possibles, non comme des prédictions, mais comme un éventail conditionné par l'exécution. Le premier scénario, dit de base, repose sur une continuité sans rupture majeure. L'axe avance par tronçon, la coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors et les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé. Dans ce cas, la stratégie s'inscrit dans une normalisation progressive. Moins de déclarations, plus de livrables et une attention accrue portée à la maintenance, aux audits internes et à la gouvernance quotidienne. L'enjeu devient alors la discipline. Tenir un rythme régulier, absorber les frictions administratives et sécuritaires et préserver la lisibilité du système. C'est un scénario où la crédibilité se construit lentement par accumulation de preuves. Le scénario optimiste suppose un alignement de plusieurs leviers. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, ce qui permet de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force multinationale améliore sa coordination, réduisant les incidents le long des axes stratégiques et renforçant la confiance des acteurs économiques. Cette convergence produit un effet d'entraînement. Investissements nationaux plus visibles, circulation accrue des biens et perception régionale d'un modèle reproductible. Dans cette hypothèse, l'infrastructure cesse d'être un symbole pour devenir un multiplicateur. Elle augmente l'activité, renforce la présence de l'État et stabilise les usages civils. La souveraineté gagne alors en légitimité pratique, car elle se lie dans le quotidien plutôt que dans les slogans. Le scénario fragile, enfin, naît d'une accumulation de frictions. Une baisse des revenus attendus, des retards techniques ou des incidents sécuritaires ciblés peuvent fragiliser la chaîne logique qui relie financement, protection et développement. Les corridors deviennent des points de tension, exigeant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux. La pression politique augmente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et la stratégie intégrée se transforme en série de défenses réactives. Le risque principal n'est pas l'échec total, mais l'érosion progressive de la crédibilité lorsque chaque ajustement est interprété comme un recul. Ces scénarios ne s'excluent pas. Ils dessinent une méthode. Traiter l'axe et la sécurité comme des actifs à rendement différé, exigeant des décisions sobres et réversibles. Si les choix restent lisibles et les seuils clairement définis, la trajectoire peut s'ajuster sans renier l'objectif central. Mais une question demeure ouverte. Faut-il accélérer pour imposer le fait accompli ou consolider pour absorber les chocs ? À ce stade, la stratégie décrite ne concerne pas seulement des institutions, elle touche des profils concrets, avec des attentes différentes et parfois contradictoires. D'abord pour les citoyens urbains et périurbains, l'enjeu réside dans la traduction quotidienne des annonces. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une mobilité plus prévisible. Mais cette promesse ne prend sens que si la sécurité reste suffisamment stable pour que les usages civils ne soient pas relégués au second plan. Pour ces publics, le bénéfice attendu n'est pas spectaculaire, c'est la régularité, pouvoir circuler sans que chaque déplacement devienne une incertitude. Ensuite viennent les acteurs économiques locaux. Les acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs,
entrepreneur de taille moyenne. L'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités réelles, mais elle impose aussi une montée en compétences rapide. La question n'est pas seulement d'obtenir des contrats, mais de tenir des standards techniques et des délais sous forte visibilité politique. L'infrastructure devient alors un révélateur. Elle distingue les capacités durables des performances ponctuelles et elle redéfinit la crédibilité du secteur privé local. Dans ce cadre, la réussite d'un chantier n'est pas seulement un gain économique, elle devient une preuve collective de capacité. Enfin, un groupe plus diffus rassemble les observateurs régionaux et la diaspora. Pour eux, la séquence sert de test grandeur nature d'un modèle moins dépendant des financements conditionnés. Le projet est scruté non seulement pour ses résultats, mais pour sa méthode. Articulation entre ressources internes, sécurité et intégration régionale. Cette lecture alimente des débats plus larges sur la souveraineté économique et la capacité d'un État à assumer des choix coûteux sans appui extérieur dominant. Face à ces attentes, 2 gestes simples peuvent aider à rester lucide. D'abord, suivre les indicateurs concrets plutôt que les discours en observant l'avancement réel des chantiers et la continuité des usages civils. Ensuite, distinguer les symboles fondateurs des mécanismes de gestion quotidienne, car ce sont ces derniers qui conditionnent la durabilité. Pour transformer une promesse politique en processus mesurable, la source esquisse une logique de mise en œuvre qui peut se traduire en étapes claires, chacune avec un responsable, un calendrier et des indicateurs simples. Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de rendre la trajectoire lisible, précisément parce que la cohérence annoncée expose le projet à une vérification permanente. Il s'agit d'abord de verrouiller la gouvernance du corridor dès le lancement. Le pouvoir central fixe les priorités, arbitre les budgets et publie une chaîne de responsabilité sans zone grise. À court terme, l'objectif est d'éviter la dilution. Qui décide? Qui exécute? Qui contrôle? La mesure est directe. Jalon validé, décision tracée et écart justifié par écrit. Il faut aussi sécuriser la continuité d'usage civil en synchronisant sécurité et économie. Les unités dédiées à la protection des axes sont positionnées en fonction des flux réels, plutôt que d'un découpage administratif. À l'horizon des premiers mois, la mesure combine 2 indicateurs. Incident le long du corridor et maintien de la circulation des biens sans basculement durable vers un mode d'exception. Vient ensuite la nécessité de rendre le financement traçable et discipliné. Les recettes issues des ressources minières sont affectées selon des règles explicites, avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Ici, la mesure vise la lisibilité, écart de coût, rythme de décaissement et capacité à ajuster le tempo des travaux sans remettre en cause l'ensemble du système. Dans le même temps, il devient essentiel d'accélérer la montée en compétences au même rythme que le chantier. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires devient un chantier parallèle pour que la maintenance future ne dépende pas d'expertise ponctuelle. La mesure est double, effectifs formés et capacité locale à tenir les standards de qualité et de délai. Et pour tenir dans la durée, il faut instaurer une évaluation continue et publique sur des indicateurs sobres. Usage, sécurité, coût et délai. Ibrahim Traoré accepte ainsi que chaque variation future soit lue comme un test, mais il cherche à transformer ce test en apprentissage réglé plutôt qu'en crise improvisée. La scène revient à ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Un chantier, des mains et une poussière rouge. Loin des annonces, les ingénieurs locaux et les équipes du génie parlent moins de rupture idéologique que de responsabilité nouvelle. Chaque tronçon posé engage leur crédibilité non seulement face à l'État, mais devant les communautés qui longent l'axe et attendent des résultats tangibles. Le projet cesse alors d'être un symbole lointain pour devenir un travail quotidien, visible, parfois fragile, qui se juge au rythme des machines et à la qualité des finitions. Dans cette histoire, Ibrahim Traoré est le point de convergence. Il a choisi d'assumer publiquement le pari et ses conséquences. En liant son nom à une architecture aussi intégrée, il accepte que route, sécurité et économie soient jugées ensemble, sans compartiment possible. Cette exposition personnelle transforme l'infrastructure en engagement politique durable, difficile à diluer dans le temps, car chaque progrès et chaque friction renvoient immédiatement à la promesse initiale.
La poussière rouge, les équipes et les délais racontent une vérité plus exigeante. Bâtir par ses propres moyens n'est pas un slogan, c'est une mise à l'épreuve collective. La cohérence devra survivre au temps. À la fin, cette séquence ne demande ni adhésion automatique ni rejet réflexe. Elle invite à une posture plus rare, suivre l'exécution avec attention, parce que c'est là que se décide la crédibilité d'un État. Une infrastructure peut unir ou diviser. Une force de sécurité peut rassurer ou inquiéter. Tout dépend de la manière dont elles sont gouvernées, contrôlées et expliquées dans la durée. Le cœur du débat reste ouvert et il dépasse un seul pays. Jusqu'où peut-on pousser l'affirmation de souveraineté sans réduire ses marges de manœuvre? Et inversement, à quel moment la dépendance devient-elle un risque plus grand que l'audace? Ces questions ne se tranchent pas en une phrase. Elles se mesurent, se comparent et se discutent. Pour rester lucide, un réflexe suffit. Regarder les faits concrets plutôt que les slogans, puis relier ces faits à leurs effets sur la mobilité, la sécurité et la vie économique. Si cette lecture vous semble utile, quel indicateur surveilleriez-vous en premier? Les délais, la sécurité du corridor ou la transparence du financement?